Bon, alors, je vais commencer le deuxième chapitre, page 23. C'est toujours mon livre, Oppression au masque de clown. Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Au moment où on emménage 65 Grande Rue, la discussion avec son patron, son singe comme il l'appelle, n'a pas encore eu lieu. Ils s'y trompent donc toujours. Mon père a fabriqué en contreplaqué des éleveuses pour poussins d'un jour. Des ampoules électriques assurent le chauffage. Ces éleveuses sont installées dans la cuisine. L'appartement consiste en 2 pièces au rez-de-chaussée. Dans la première, un évier taillé dans une pierre. Sur ce côté se trouve une petite fenêtre donnant sur la grande rue. Sur le deuxième côté, sur la longueur côté cour, se trouve la porte d'entrée. Sur la longueur opposée se trouve la cheminée. Sur le deuxième côté, une porte donnant sur la chambre commune aux parents et aux enfants. A-t-on chaque enfant un lit? Ou couchons-nous dans le même? Sur la longueur côté cour se trouve la fenêtre où sont alignés des barreaux. À l'école, il y a une espèce de table chauffante installée dans le couloir. Et tous les jours, vers les 16 heures, on nous sert dans la classe un verre de lait chaud. Cela se fera sur une année peut-être. On le doit à Mendès France. Ceci a été fait car beaucoup de gens sont très pauvres à cette époque. Il suffit de savoir en quelle année du lait est donné aux enfants des écoles pour savoir l'année où l'on est. Je crois bien que cela est en 1954. Mendès France a été président du Conseil de juin 1954 à février 1955. À cette période, je suis à Saint-Priest, dans la classe de M. Véraud. Je ne sais pas comment, à Poulieu, je me suis retrouvé en classe. Puis ce passage à Saint-Priest, dans la classe de M. Bartier, et me retrouve chez M. Véraud. Il se trouve que la table chauffante servant à chauffer le lait, servi à 16 heures dans la classe, est restée au premier étage de l'école après que son utilisation ait pris fin. Il est donc possible que ce soit chez M. Baratier que je buvais de lait. J'ai pourtant bien des souvenirs de chez M. Véraud, avoir bu du lait dans cette loge. Je m'essaye à une hypothèse. La mairie de Saint-Priest a-t-elle subventionné les distributions de lait à l'école, alors que cette mesure n'était plus appliquée sur le plan national? Possible. À Proulieu, les grands m'avaient appris la chanson « J'ai 3 grands bœufs dans mon étable, 3 grands bœufs tachés de roux. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux pendre. J'aimerais mieux voir mourir ma femme que voir mourir mes bœufs. » Ce que je vous dis là appartient à l'histoire et à la vie des êtres et de la cité. Je n'ai pas d'autre source que mes souvenirs. Je me souviens d'un hiver glacial. Mon père étant parti le matin en moto à son travail, il y a du verglas sur la route. Le soir, nous l'attendons. Les heures passent. Ma mère ameute les voisins. Elle se rend chez lui qui a le téléphone. Ma mère cherche à téléphoner aux hôpitaux. Pas moyen d'obtenir une information. Et puis, il arrive. Nous l'avons attendu pour dîner. Il ronchonne tant qu'il peut. Au moment du coucher, je tousse. Là, il me dit « Tu vas devenir tubard ». Le lendemain, peut-être même tout de suite, il explique la situation.
L'atelier où il travaille prend l'air de partout. Pour tenir, le patron a amené une bouteille de rhum. Comme mon père est seul à travailler dans l'atelier, il en a profité sans modération. Le patron a à coup sûr trinqué avec lui. Ma mère a une vérité absolue concernant mon bien-être. Cette vérité ne concerne pas mon frère. Je dois aller me coucher et dormir l'après-midi. Le fait de l'évoquer suffit à me mettre mal à l'aise. La fenêtre de la chambre a des barreaux. Il nous faut trouver une riposte. Je marque d'un marteau et d'un burin. Pendant que ma mère est absente, je prépare un moyen de m'évader à la prochaine incarcération. Mon père ayant toujours affirmé, le seul droit d'un prisonnier est de s'évader. Je m'organise pour mettre en pratique sa philosophie. Mon père utilise le mot droit, mais dans sa tête, cela veut dire devoir. À garder à l'esprit en permanence et le pratiquer à la première occasion. Cela veut dire en clair, un prisonnier n'a aucun droit. Si tu veux tes droits, il n'y a qu'une solution. Dégage-toi de la situation, tire-toi. J'ai fait une petite tranchée sur le rebord de la fenêtre, un peu comme cela de l'intérieur. Je peux comme cela de l'intérieur soulever un barreau, le faire glisser dans la tranchée, l'enlever et me retrouver dehors. L'après-midi, elle me met au lit. Immédiatement, je sors. Parfois, un moment après, je rentre par la fenêtre, ouvre la porte de la chambre et fait mine de me lever. Parfois, je ne fais rien du tout. Elle devrait comprendre que je passe tous les après-midi à m'évader. Et il ne sert donc à rien de m'enfermer à chaque fois. Cela, elle ne l'a jamais compris, n'ayant jamais compris ma technique d'évasion. Ne comprenant pas comment je me retrouve dehors, elle pense peut-être qu'elle m'a laissé sortir. À moins qu'elle m'enferme uniquement pour montrer que c'est elle qui commande. C'est fin 1956, début 1957 qui se situe la discussion avec mon père que mon père a eue avec son patron. Discussion ayant entraîné, maintenant on dit démission, à l'époque des faits on dit, si on veut enjoliver, j'ai demandé mon compte. Mais si c'est amusant, j'ai dit, j'ai pris mon compte, ou j'ai donné mes 3 jours, préavis que doit donner l'ouvrier à son patron quand il veut le quitter. Munoz, de la frime et du défi, puis après on fait ce qu'on peut. C'est à ce moment-là que mon père travaille dans une menuiserie. Il faut faire entrer de l'argent pour pouvoir s'installer. Ma mère se présente aux Verrier et finit par se faire embaucher. Mon père trouve un client qui lui commande une salle à manger. Il la fabrique au bras. En travaillant le samedi et dimanche dans la menuiserie de son ami qui lui laisse utiliser l'atelier pour son compte personnel. Mon père, mais qu'il soit venu à 3 ans et demi, a la nationalité espagnole. Donc, les papiers doivent prendre un certain temps pour qu'il puisse effectivement avoir le droit d'exercer à son compte. Comme il ne veut pas faire les choses à moitié, il ne veut pas créer une entreprise d'ébénisterie artisanale, mais elle doit avoir le statut d'artisan ébéniste. Ce sont des dénominations qui définissent 2 statuts bien différents. Bien qu'il ait commencé dans son métier à travailler à 13 ans, je crois qu'il n'a jamais eu le statut d'apprenti. Pour la simple raison qu'il est allé travailler d'abord pour gagner de l'argent. Le statut d'apprenti ne permet pas de gagner de l'argent. Peut-être a-t-il eu un CAP qui a disparu au moment de son arrestation en 1943. Il lui faut fournir toutes ses références professionnelles pour pouvoir obtenir le droit de placer un panneau où est écrit « artisan ébéniste ». Il a effectivement étudié, en même temps qu'il travaille, il s'est documenté. À la maison se trouvent des bouquins professionnels. On a tendance à croire que le métier d'ébéniste, c'est de fabriquer des meubles, celui de menuisier, fabriquer des fenêtres. Mais le grand art des métiers du bois est de savoir fabriquer et aiguiser ses outils.
tous les fers utilisés à la toupie pour faire toutes les formes de moulures, chanfrein ou autres, mon père les a toujours fabriqués. Un outil que l'on ne réussit pas à aiguiser, le travail est impossible à réaliser. Quand il sera installé, la fabrication de l'outil se fait le matin tôt, quand il ne peut pas encore mettre en route les machines à cause du bruit, ou le soir pour la même raison. Il a un petit touret qu'il utilise. Il utilise une plaque d'acier dans laquelle il taille ses outils. Avec ce touret, il leur fait prendre la forme exacte pour la réalisation de ce qu'il désire, ce que désire le client. Pour s'installer, il faut un endroit où il puisse mettre les machines. Dans ce but, il emménage une des pièces du grenier en chambre, destine ce qui nous sert pour l'instant de chambre à devenir un atelier. Pour alimenter en énergie les machines, il faut installer la force, 380 volts. C'est le fils Joavin qui s'y attelle, le fils de nos voisins. Nos anciens voisins est électricien. Ceci se passe en hiver, car je m'apprête à allumer le poêle. Pour ce faire, je coupe du bois avec une hache. Mon ami Joravin, me voyant utiliser la hache, me dit « Tu vas te faire mal ». Il prend la hache des mains, au premier coup qu'il donne, il s'entaille le doigt. Quand on coupe une planche dans un film, ne faut pas placer les doigts sur la trajectoire de la hache, qui elle suit le fil de bout en bout. Je l'ai appris à la maternelle, du moins je le crois. Le père travaille à l'extérieur, la mère aussi. Nous, les enfants, on se débrouille. Amener le poêle et l'entretenir fait partie de mon quotidien. Mon âge, 8 ans et demi. Le conduit de la cheminée est très large. Il est prévu pour faire des feux directement à sa base. Par mesure rationnelle, il est installé un poêle. La part basse du conduit est fermée par des planches pour empêcher la fumée d'être refoulée dans l'appartement. Voilà qu'un jour, je suis dans la cuisine avec mon frère. Les planches à la base de la cheminée prennent feu. Mon frère cherche le secours des voisins. Il sort. Les planches sont soutenues par des piliers en bois coincés entre elles et le sol. Que faire? Je donne un coup dans les piliers. Les planches se retrouvent à la base de la cheminée. Je n'ai plus qu'à jeter de l'eau dessus. Quand mon frère revient, je ne suis même pas sûr qu'il ramène des renforts. Après que je l'ai appelé, tout est terminé. Il ne s'est donc rien passé. J'ai une pensée qui me trotte dans la tête. Comment je sais, moi, que je suis enfant? Et comment l'autre le sait? Quel sens a le fait d'être enfant? Un enfant, c'est quoi? Et qui? Cette question, je me la poserai toujours. Comment soi sait qu'il est soi? C'est bien dans l'année 57 que mon père réalise une salle à manger, premier sous pour envisager d'aller plus loin dans son désir de s'installer comme artisan. Quand ce travail a été fini, du bahut de la table aux chaises, l'ensemble est réalisé. Il me prend sur sa moto, m'emmène un dimanche à l'atelier, contempler son œuvre. Il lui faut en permanence des spectateurs venant l'applaudir pour qu'il soit stimulé. Ce principe lui est vital. Une œuvre est créée pour l'autre et c'est ce qui nous stimule dans la création. Autrement, on en reste à des productions de subsistance. L'autre, celui à qui est destinée l'œuvre, a sa part dans la réalisation de celle-ci. Toute œuvre apparaît dans un environnement donné et n'a de sens que du fait de cet environnement. C'est
pour cela qu'après la mort de l'artiste, l'œuvre peut prendre naissance, car elle devient la signature d'une époque où celui-ci a vécu. Une fois la chambre créée, dans une pièce du grenier, il contacte l'entreprise Sud-Est Machine et s'accorde avec sur l'échéance des règlements. En 1957, l'artisan qui s'installe n'a pas de crédit d'une banque pour son financement. Ce sont les fournisseurs qui accordent ou non leur confiance. Première machine qu'il faut faire entrer, une gigantesque ponceuse. Nous en parlerons longtemps de cette ponceuse, c'est du grand luxe. Comme il parlera de cette ponceuse simple sur laquelle il a travaillé pendant 5 ans chez le patron qu'il a quitté pour s'installer et qui n'a jamais été équipé d'aspirateur pour aspirer les poussières de bois, hautement toxiques pour la santé. Un cousin, c'est un mulot. La généalogie exacte, je l'ignore. Nous voyons souvent le couple à loger dans une pièce d'appartement qu'occupait ma mère pendant la guerre suite au bombardement qui avait détruit le leur. On les appelle les sinistrés. Il s'est construit après la libération des cités faites de chalets, sans doute construits, mais qui me semblent confortables. Bien plus confortables que mon logement. C'est une constatation que je fais, mais à laquelle je n'attache pas d'importance. Certainement que si. Ils ont une voiture, et pas n'importe laquelle. Une traction avant Citroën, celle qui a fait les beaux jours du cinéma d'après-guerre. Il existe, je crois, 3 cylindres de cette voiture. La 7 langues et la 15 chevaux. Celle-ci est une traction de 15 chevaux. C'est le grand luxe. Lui travaille dans ce bureau. Il y a différentes possibilités pour imprimer des tracts publicitaires. Ils ont quelques enfants, mais à cette date précise, je ne sais pas combien. Je prendrai compte de mes cousins et cousines plus tard. Mon père a rédigé un texte. Il a été multiplié par ce cousin. C'est à nous de faire le tour des boîtes à lettres de Saint-Priest. La date exacte de la naissance de son installation comme artisan est le 13 juin 1957. Quel jour de la semaine est-ce? Cherchez. Il est bien capable d'avoir commencé un dimanche juste pour embêter le curé. Il y a du travail à Saint-Priest. Il se vante aussi d'être connu comme ébéniste sur la place de Lyon. Au moment de son installation, il a fait de tout. Il a souvent des commandes extérieures à Saint-Priest. Il est plus connu à Lyon que à Saint-Priest. Si on veut installer une échelle de valeur, on peut dire que les commandes les plus prestigieuses viennent de l'extérieur de la ville. À Saint-Priest se construit un grand lotissement fait de maisons individuelles, appelé les casteurs. Le gros est fait par une entreprise, le reste par l'acheteur. Solidarité et des maires qui se créent à cette occasion. L'acheteur. En fait, ces solidarités et des maires sont très bien organisées, ce qui permet à des familles modestes de posséder leur pavillon. Monsieur Gauthier, le policier qui pour l'instant habite tout près de chez nous et avec qui nous passerons une fois la Noël, achètera une maison au Castor. Si l'acheteur n'a pas trop d'argent, il peut garder ses anciens meubles. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas ramener son ancien appartement, qu'il ne peut pas trouver en commerce fabriqué en série, c'est le dessous d'évier. Il en fait pour tout le monde. Des villes modernes aux maisons empisées de Saint-Priest, bien plus que centenaires et aux meubles pas très réguliers. Il faut ajuster sur place, sinon. Il ne faut pas être dans la dictature de la montre. Pour cela, poser cela n'importe comment, se faire payer et partir. Il a la prétention d'être un artisan et fait donc dans le moindre détail un travail d'artisan. De ces dessous d'évier, j'ai la certitude qu'il en existe encore en fonction à Saint-Priest. Ceci commence à faire quelques petites années.
Son fournisseur de bois, et si ma mémoire est exacte, du cerf. Il achète par bille. Une bille est un arbre complet tranché sur sa longueur en planches, en général d'épaisseur égale. Les largeurs sont inégales du fait des irrégularités existantes sur la circonférence de l'arbre. À une époque, mon père va le dimanche jouer aux boules. C'est la lyonnaise. Rien à voir avec la pétanque. Les boules sont plus grosses, plus lourdes. C'est quelque chose de sérieux. Le terrain se trouve peut-être à 250 mètres de notre domicile en allant en direction du village. Pour accéder au terrain, il faut entrer dans une cour. Là se trouve un atelier de maréchal Ferrand. Quand on passe sur la route, on le voit travailler. Il fait les cheveux plus souvent dans la cour qu'à l'intérieur. En face de la cour, de l'autre côté de la rue, se trouve le café tenu par le couple. Il y a donc café, jeu de boules, atelier de maréchal Ferrand. Tout cela est la même entité. Je viens de retrouver le nom propre du bar. C'est chez la Norine. À 100 mètres de notre domicile en direction du village, il y a un gosse ayant plusieurs handicaps. Je vais chez lui pour m'amuser avec. À l'école, pendant la création, avec la complicité d'un copain, nous lui jouons la comédie pour l'amuser, la faire rire. Ce copain est Gérard Giroudon, qui depuis est devenu comédien, ne l'a-t-il pas toujours été. Il est aujourd'hui le doyen de la comédie française. Je dois quand même dire que quand instinctif la fin de la récréation apparaît au fond de moi une grosse pointe de jalousie en me remémorant la démonstration de comédie et d'improvisation dont Gérard est capable de faire à chaque instant. Eh bien voilà, on va arrêter là, je suis à la page 29.